Bonjour à tous, nous entamons aujourd'hui notre troisième chapitre du thème 3 sur la République avant 1914. Nous avons abordé les aspects de politique intérieure ainsi que le contexte économique et social dans les deux chapitres précédents. Nous allons entrevoir dans celui-ci la politique coloniale menée par le régime républicain. Ce chapitre s'intitule Métropole et colonie. Un tel chapitre nous invite donc à aborder les relations qu'il peut y avoir entre ces deux notions. Commençons par définir ces deux termes, qui sont des termes importants. Tout d'abord, le terme de métropole. La métropole désigne la partie de l'État à l'origine de la colonisation et où se situe en général la capitale dans un État qui est constitué de colonies ou de territoires d'outre-mer géographiquement distincts. Une colonie, c'est un territoire conquis, dominé et exploité par un pays étranger. À la moitié du XIXe siècle, l'industrialisation réveille en Europe la volonté d'étendre sa puissance au monde entier. La colonisation, c'est un phénomène majeur de l'expansion européenne au XIXe siècle. La colonisation est un processus d'expansion d'une puissance, la métropole, vers d'autres territoires, les colonies, qui sont exploitées économiquement et mises sous tutelle politique et culturelle. En France, la Troisième République s'impose en 1870 après la chute du Second Empire et après sa défaite face à la Prusse. L'expansion coloniale préexistait avant la Troisième République, mais elle va connaître un essor majeur entre 1870 et 1914. La politique coloniale trouve sa justification dans une idéologie coloniale qui met notamment en avant l'idée d'une mission civilisatrice. Elle n'en reste pas moins très violente, suscitant des résistances au sein des sociétés colonisées et des débats au sein même de la métropole. Nous nous demanderons au cours de ce chapitre comment la politique coloniale sous la Troisième République, entre 1870 et 1914, bouleverse-t-elle les sociétés et suscite-t-elle de nombreuses tensions. Pour cela, nous opterons pour un plan en 3 parties. Nous verrons tout d'abord que l'expansion coloniale française au XIXe siècle est tout à fait importante. Puis dans un second temps, nous verrons que cette expansion coloniale, elle entraîne la mise en place de sociétés coloniales. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons les contestations que cette expansion coloniale suscite. Alors tout d'abord, en grand 1, l'expansion coloniale française à la fin du XIXe siècle. Nous verrons cette partie en 4 sous-parties. Première sous-partie, la France accroît son empire colonial. Puis nous verrons dans un second temps les raisons de l'expansion coloniale, puis les acteurs et les moyens de cette expansion, et enfin les rivalités nées de la conquête coloniale. Alors tout d'abord, la France accroît considérablement son empire colonial pendant la période. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, elle a un héritage colonial déjà au XIXe siècle. Elle a déjà constitué un premier empire colonial, comme d'autres puissances occidentales d'ailleurs. C'est cette première vague de constitution des grands empires coloniaux qui remonte à l'époque moderne, et plus précisément au XVIe siècle, à la fois sur le continent américain, mais également en Asie. En 1870, la Troisième République hérite donc d'un empire colonial constitué en plusieurs étapes, sous l'Ancien Régime, avec les îles des Antilles, les îles de la Réunion, le comptoir de Pondichéry en Inde ou encore de Chandernagore, que vous pouvez voir sur la carte qui apparaît sur le PowerPoint en violet foncé, mais également sous la monarchie de Juillet, avec la prise d'Alger qui se déroule en 1830, et l'Algérie est progressivement transformée en département, puisqu'en 1848, elle devient un département français. Et enfin, dernière étape, sous le Second Empire, avec l'implantation française de plus en plus marquée au Cambodge, que vous voyez apparaître en vert foncé sur la carte. Donc jusque dans les années 1880, l'emprise de la France sur le monde est réelle, mais reste limitée à quelques territoires insulaires ou littoraux, au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Nouvelle-Calédonie, etc. L'expansion coloniale va vraiment s'accélérer à partir des années 1880-1890, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a un deuxième temps de conquête et que se constitue un vaste empire qui deviendra le deuxième empire colonial mondial. Alors ça se fait en plusieurs étapes. On a la Tunisie par exemple en 1881, puis toute l'Indochine
en 1887, l'Afrique occidentale française, ce qu'on appelle l'AOF, en 1895, Madagascar, en 1896, sont intégrés à l'Empire, et l'expansion coloniale s'achève avec la mise en place d'un protectorat sur le Maroc en 1910. Cette expansion se fait donc principalement en Afrique et en Asie. En 1870, l'Empire colonial français réunit 5,5 millions d'habitants sur 1 million de kilomètres carrés, et en 1914, à la fin de notre période, ce sont désormais 48 millions d'habitants qui vivent sur 11 millions de kilomètres carrés. On voit donc là que la France a considérablement étendu son empire, puisque en 1914, la France possède le second empire colonial, derrière celui du Royaume-Uni. Alors on peut se demander pourquoi cette expansion coloniale, et c'est notre grand B. Et pour commencer, peut-être rappeler que le républicain modéré Jules Ferry est un partisan actif de l'expansion coloniale et il va justifier cette colonisation dans un discours désormais célèbre qui est un discours à la Chambre des députés datant du 28 juillet 1885. Selon lui, la politique coloniale va mêler des nécessités économiques et stratégiques ainsi que l'idée d'une mission civilisatrice. Alors arrêtons-nous peut-être quelques instants sur ce texte qui apparaît sur le PowerPoint et peut-être mettez pause sur le cours et essayez de répondre à cette question après la lecture de ce document. Quels sont les arguments que Jules Ferry invoque en faveur de la colonisation? Donc maintenant que vous y avez un petit peu réfléchi, on va revenir sur les différentes raisons de cette expansion coloniale. Alors, il y a 3 raisons principales. Une volonté politique, tout d'abord, puisque la colonisation va devenir un outil de puissance pour la France notamment. Il va y avoir également des motivations qui vont être d'ordre économique et social, et enfin des motivations d'ordre plus culturel avec cette mission civilisatrice qui est invoquée par Jules Ferry. Revenons sur la volonté politique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au XIXe siècle, les grandes puissances européennes sont toutes impérialistes. Ce que signifie impérialiste, c'est que ça veut dire qu'elles souhaitent étendre leur domination politique, militaire, économique, culturelle sur des peuples et des territoires nouveaux. Et cet impérialisme leur permet de s'assurer une position géopolitique favorable. En France, la colonisation est portée par quelques hommes politiques qui voient dans la colonisation une possibilité de se maintenir au premier rang des nations européennes. Jules Ferry évoque dans son texte la concurrence de tant de rivaux, donc d'États rivaux, et il évoque également le risque de descendre du premier rang au 3e ou au 4e rang. Je vous renvoie là aussi au discours que vous avez sur le PowerPoint. Cette volonté est d'autant plus forte que la France a encore le souvenir douloureux de la défaite de 1871 contre la Prusse. L'impérialisme va servir à galvaniser le sentiment national, et par ailleurs, les colonies constituent des points d'appui et des réserves, notamment des réserves d'hommes, en cas de conflit à venir. Il y a aussi des raisons économiques et sociales. Les raisons économiques, alors que la France est en pleine période d'industrialisation, sont vraiment centrales dans cette colonisation. À partir du milieu des années 1870, la France, comme toute l'Europe, subit une crise économique, ce qui entraîne la recherche de marchés protégés, comme ceux des colonies, pour pouvoir vendre leurs produits manufacturés. C'est ce que Jules Ferry qualifie comme le besoin de débouchés. Les pays européens souhaitent également mettre la main sur des matières premières à bas coût. La colonisation va apparaître également comme un moyen de régler la question sociale, une question importante au XIXe siècle. La société industrielle et les inégalités sociales et économiques qui la caractérisent trouvent dans la colonisation finalement un moyen de mettre à distance les populations marginales, qu'elles soient transportées de force ou fortement incitées à émigrer dans les colonies. La République tire donc profit du projet colonial pour s'enraciner. L'Empire va contribuer à un équilibre politique et social de la métropole. Les délinquants, les opposants, vont être relégués dans les colonies, tandis qu'une partie de l'exode rural, qui est un mouvement aussi de cette période, va être absorbée par des emplois dans les colonies.
Troisième raison, c'est la raison culturelle, l'invocation d'une mission civilisatrice. La domination européenne sur le monde va être légitimée à l'époque par un racisme pseudo-scientifique qui donc établit une hiérarchie entre les races. On retrouve d'ailleurs ce racisme dans le discours de Jules Ferry, puisqu'il évoque des races qui seraient supérieures et qui auraient un droit vis-à-vis des races inférieures. Ce racisme va valoriser les Français qui, eux, avaient été fortement humiliés face à la Prusse après la défaite de 1871. Et ce sentiment de supériorité sur le reste du monde va s'accompagner d'un désir d'apporter la civilisation, entre guillemets, aux peuples qui vont être qualifiés de sauvages ou d'arriérés. L'idéologie coloniale repose le plus souvent sur une volonté de diffuser l'universalisme des Lumières et le christianisme. Jules Ferry parle du côté humanitaire et civilisateur de la colonisation. Il parle également du devoir de civiliser les races inférieures. La République française, pourtant laïque, va coopérer à ce moment-là avec les missionnaires dans les territoires qu'elle contrôle, justement dans cette mission civilisatrice. La domination coloniale est ainsi présentée par la propagande comme une mission civilisatrice permettant aux populations colonisées de bénéficier des bienfaits dispensés par une république généreuse. Généreuse comme le montre cette une du petit journal du 19 novembre 1911, où la France, la République française, est représentée sous les traits d'une Marianne nourricière et généreuse, qui apporte ici au peuple marocain qui semble tout à fait reconnaissant, qui va lui apporter de la richesse, on voit qu'il y a de l'or qui sort de la corne d'abondance, ainsi que la culture, on voit qu'elle apporte également les livres. Rares à l'époque sont ceux qui font remarquer que la colonisation et la soumission des indigènes à la puissance française qu'elle sous-tend, qui est menée au nom de l'universalisme républicain, contredit en réalité les principes mêmes des droits de l'homme et les idéaux de la République, liberté, égalité, fraternité. Voyons à présent les différents acteurs et les moyens de l'expansion coloniale. L'expansion coloniale est, à ses débuts, à son commencement, l'œuvre principalement de missionnaires, puis d'aventuriers géographes et marins qui partent à la découverte de nouvelles terres. C'est le cas par exemple d'un explorateur dénommé Pierre Savorgnan de Brazza qui va explorer les territoires au Congo. En effet, depuis 1860, les sociétés de géographie se multiplient, répondant à l'intérêt d'un public de plus en plus friand de nouvelles découvertes de la Terre. Elles vont légitimer, par leur ambition scientifique, l'intervention de la France dans le monde. Sur le terrain, des explorateurs prennent des initiatives que la métropole valide ensuite dans un second temps. Autre type d'acteurs, les marchands et les industriels, les acteurs économiques qui souhaitent soutenir le développement du commerce. Ainsi, la colonisation va être soutenue par les milieux d'affaires en quête d'investissement en dehors de la métropole, mais aussi par d'autres acteurs comme l'armée et l'Église. Avec l'appui de tous ces acteurs, va progressivement se constituer à la Chambre, en 1892, un parti colonial, c'est-à-dire en fait un groupe de parlementaires et de notables assez peu nombreux, mais très influents. L'école va devenir un lieu privilégié de la diffusion de l'idée coloniale auprès du plus grand nombre. Ici, vous avez l'illustration d'un cahier scolaire dessiné par Dacher vers 1900 qui présente la France à travers l'allégorie d'une Marianne, là encore, victorieuse, puisqu'elle est couronnée de laurier, symbole de la gloire, qui donc va être protectrice, puisqu'elle est en armure ici avec un bouclier, donc elle va protéger les peuples qu'elle vient coloniser, qui va apporter la paix, on voit qu'elle porte dans sa main un rameau d'olivier, apporter la liberté aussi, il y a une référence assez explicite à la statue de la liberté, apporter le développement, puisque sur le bouclier il est inscrit civilisation, progrès, commerce. Et donc on observe sur cette image la propagande qui est faite dès le plus jeune âge pour la colonisation.
Et on voit aussi la diversité des peuples colonisés, assez stéréotypés. On voit donc peuples asiatiques, on voit le Maghreb aussi, l'Afrique, donc diversité des peuples. Et Marianne qui est accompagnée d'explorateurs appartenant à différentes époques, ce qui montre bien l'ancienneté de l'entreprise coloniale. Alors comment va se faire l'expansion coloniale? Tout d'abord grâce à une certaine supériorité technique. L'industrialisation de l'Europe va offrir aux puissances du continent européen une supériorité technique sur les peuples qu'elle entend soumettre. Le développement par exemple de la navigation à vapeur, le perfectionnement des armes à feu, les progrès aussi de la médecine, grâce par exemple à la découverte et la fabrication de la quinine par un scientifique français qui s'appelle Pelletier, qui est une substance qui va permettre de lutter contre le paludisme, une maladie auquel va être exposés les différents colonisateurs dans les pays tropicaux. Tout ça vont être un ensemble d'éléments qui permettent aux Européens de se lancer à la conquête du monde. Alors si on revient sur les moyens de l'expansion, la majorité des expansions se font par la conquête, par la guerre. D'abord, il y a eu des expéditions scientifiques, mais assez rapidement, ce sont des expéditions militaires qui font suite à ces expéditions scientifiques. Certains sont partisans de la méthode pacifique et vont négocier avec les élites locales. C'est le cas de Brazza au Congo, de Pavie au Laos. Mais pour le reste, dans l'ensemble, la conquête est souvent violente. De 1870 à 1914, la France est impliquée dans une quarantaine de conflits en Afrique et la pacification des territoires colonisés n'est jamais totalement réalisée. On va voir qu'il y a des résistances à l'impérialisme qui sont nombreuses. En Algérie, la prise d'Alger en 1830 va ouvrir une longue période de guerre marquée par des massacres et des violences aussi à l'encontre des populations, comme vous pouvez le constater dans les lettres du maréchal Bugeaud, qui a été un acteur important de cette conquête de l'Algérie. La résistance en Algérie est menée par Abdelkader jusqu'en 1847. Le général Joseph Gallieni, quant à lui, met en place la méthode dite de la tache d'huile au Tonkin. Le Tonkin, c'est le nom qu'on donne au nord du Vietnam actuel, ça se situe au sud de la Chine. Et vous voyez ici une illustration sur la gauche du PowerPoint d'un protège-cahier qui vous montre la conquête du Tonkin. Puis également, il va utiliser cette méthode, le même Joseph Gallieni, sur l'île de Madagascar. Là, vous voyez l'image à droite du PowerPoint. Alors, la méthode de la tache d'huile, ça consiste à conquérir et sécuriser des territoires coloniaux par petites touches, en s'appuyant sur les divisions des autochtones. Les pays européens affrontent en Afrique comme en Asie des royaumes qui existent, qui sont parfois puissants, souvent engagés dans des dynamiques de modernisation, et donc la conquête va se faire par la force et entraîner des massacres ainsi que des déplacements forcés de population, comme c'est le cas par exemple à Madagascar, annexé par la France en 1895, comme vous pouvez le voir sur l'illustration de Louis Bombled sur le PowerPoint à droite. En Asie, la France crée l'Indochine en 1897. La conquête coloniale française est menée par la guerre et par la signature de traités diplomatiques inéquitables, comme le traité de Makoko-Brazza, qui va annexer le Congo français en 1882. Ces traités sont parfois modifiés pour accentuer encore la domination coloniale. Ainsi, le protectorat du Dahomey, qui était l'ancien nom du Bénin, qui était établi en 1878, devient une colonie en 1894 et son roi, Béhanzin, est alors exilé. L'expansion coloniale va donner lieu à des rivalités impériales entre les différents pays européens. À partir des années 1880, les puissances européennes confortent toutes un petit peu leur impérialisme. Les puissances coloniales européennes se livrent donc à une véritable compétition. En Asie, les tensions sont fortes entre le Royaume-Uni et la France, notamment au sujet de l'Indochine et de l'Inde. Elles vont s'apaiser cependant en 1896, lorsque les deux métropoles signeront un traité de reconnaissance mutuelle de leur territoire. Alors pour éviter que les conflits, les tensions se transforment en guerre, il va falloir négocier. Le Royaume-Uni et la France sont des puissances coloniales déjà affirmées et sont progressivement concurrencées par l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Italie.
Une véritable course au territoire s'engage qui accélère la colonisation des continents africains et asiatiques. Les rivalités entre les grandes puissances européennes se révèlent tout particulièrement lors de l'expansion coloniale et sont attisées par les conquêtes, particulièrement par celle de l'Afrique, qui est à l'époque un continent encore largement méconnu des Européens. Alors c'est lors de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885 que les puissances européennes vont se réunir pour définir des règles de partage du continent africain qui, en 1914, sera presque entièrement colonisé. Cette conférence elle a donc pour objectif de régler en amont, pacifiquement, des litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique. Elle va imposer un principe, celui de la présence effective pour reconnaître une annexion. C'est-à-dire qu'il faut être effectivement présent sur le territoire. Mais en fait, ce faisant, ce qu'elle va déclencher comme conséquence, c'est une véritable course aux colonies. On revoit ici cette conférence de Berlin sous les traits d'une caricature de Draner publiée dans l'Illustration en janvier 1885 et légendée ainsi « Chacun sa part, si l'on est bien sage ». Et on y voit le chancelier allemand Bismarck qui est debout avec un couteau en train de découper un gâteau. Puisque la conférence se déroule à Berlin, c'est pour ça que c'est Bismarck qui est debout. Et c'est lui qui partage donc ce gâteau, qui est en fait l'Afrique, aux différentes puissances européennes attablées lors de cette conférence. Et malgré l'apparente coordination de la conférence de Berlin, les ambitions françaises vont tout de même se heurter à celles de l'Italie pour la domination de la Tunisie, mais également à celle du Royaume-Uni en Afrique subsaharienne et notamment au Soudan. Ainsi, en 1896, la France lance une mission d'exploration militaire depuis le Congo vers le Nil, sous les ordres d'un capitaine qui s'appelle Jean-Baptiste Marchand. C'est ce que vous voyez sur la carte avec la flèche rouge, sur donc un axe ouest-est, dans la perspective d'établir un protectorat français sur le Soudan. Ils arrivent en juillet 1898 dans le petit village de Fashoda, sur le Haut-Nil, mais cette expédition est rejointe quelques mois plus tard par une expédition militaire anglaise, celle de Lord Kitchener, que vous voyez donc avec la flèche noire, qui part d'Égypte, qui remonte le Nil à la conquête aussi du Soudan, mais cette fois-ci selon un axe depuis le nord vers le sud. Et là, pour éviter la guerre, le gouvernement français négocie et finalement décide de renoncer à toute mainmise sur l'Afrique de l'Est au profit de l'Angleterre, en échange de quoi elle obtient des compensations à Madagascar, au Tchad et au Maroc. Donc je vous invite à lire la lettre de menace de Kitchener qui montre bien à quel point la relation a été tendue sur ce cas de Fashoda. Enfin, au Maroc, les tensions sont fortes entre la France et l'Allemagne. La France peut bénéficier du soutien britannique puisqu'il y a une entente cordiale qui est signée entre les deux pays à partir de 1904. Et au contraire, l'Allemagne est assez isolée diplomatiquement. C'est pourquoi, après deux crises, une en 1905, la crise de Tanger, et une en 1911, la crise d'Agadir, la guerre est finalement évitée au détriment de l'indépendance du Maroc, et un traité franco-allemand du 4 novembre 1911 va reconnaître le protectorat français sur le Maroc. En contrepartie, la France va laisser des territoires du Congo qui vont être rattachés à la colonie allemande du Cameroun. L'expansion coloniale entraîne la mise en place de sociétés coloniales et c'est le fonctionnement de ces sociétés coloniales que nous allons à présent développer dans ce grand 2. Grand 2 qui s'axera en 3 sous-parties. Tout d'abord, les colonies des sociétés dominées et exploitées. Après, on verra la politique coloniale française, qui est une politique coloniale assez ambiguë. Et enfin, on travaillera sur les perceptions coloniales et la réalité de la ségrégation. Alors, les colonies, ce sont des sociétés dominées et exploitées, mais on va voir que cette domination ne se fait pas toujours de la même façon, et l'administration française peut être plus ou moins directe. On va voir que dans le cadre des colonies de l'Empire colonial français, les territoires ont des statuts très différents.
Alors, la métropole se dote d'une administration coloniale civile qui est majoritairement dirigée par un ministère des colonies, qui est créé en 1894, mais tous les territoires colonisés n'ont pas le même statut. La métropole administre plus ou moins directement chacun de ces territoires. La plupart des territoires ont un statut de colonie. Ils sont donc administrés directement par la métropole, par l'intermédiaire de gouverneurs. La métropole prend en charge l'encadrement de tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, par l'envoi de militaires et de fonctionnaires français. C'est le cas dans de nombreuses colonies d'exploitation. Une colonie d'exploitation, c'est une colonie dont la vocation est essentiellement économique. On retrouve ce type de colonie à Madagascar, en Afrique subsaharienne, où les colonies sont regroupées en deux fédérations, l'Afrique occidentale française, l'AOF, et l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Et ces territoires dépendent majoritairement du ministère des colonies. Sur le terrain, des administrateurs coloniaux, assez peu nombreux, cumulent des fonctions de police, de justice et de prélèvement de l'impôt. Conquise très brutalement entre 1830 et 1848, l'Algérie a un statut un peu particulier. Divisée depuis 1848 en 3 départements français, elle est une colonie, mais relève du ministère de l'Intérieur. C'est la seule véritable colonie de peuplement. Une colonie de peuplement, c'est un nouveau foyer de peuplement dans lequel des colons français venus de métropole s'installent définitivement. On voit bien qu'il s'agit d'une colonie de peuplement lorsqu'on lit le texte de Paul Leroy-Beaulieu que vous avez sur le PowerPoint. Et en 1914, d'ailleurs, on y compte en Algérie environ 750 000 colons. Dans le reste des cas, les Français sont très minoritaires dans les colonies. En 1913, ils ne représentent que 0,1% de la population en Indochine, 0,2% en Afrique occidentale, et même en Algérie, ils ne dépassent guère les 15%. Les territoires coloniaux sont donc souvent sous-administrés, et le manque de fonctionnaires favorise les arrangements locaux entre les colons et les indigènes, et favorise aussi parfois l'usage de la violence arbitraire. Dans le cas d'une administration indirecte, plus rare, la métropole assure un contrôle politique et militaire, un contrôle de la politique militaire et étrangère, mais va laisser aux élites locales, indigènes, leur rôle d'encadrement de la vie sociale, tout en les surveillant quand même étroitement. Dans ce cas-là, une administration un peu plus indirecte, on parle de protectorat, comme c'est le cas en Tunisie ou au Maroc. Ils bénéficient donc d'une forme d'autonomie interne et, cette fois-ci, ne sont pas rattachés au ministère des colonies, mais au ministère des Affaires étrangères. On perçoit la domination sur les sociétés colonisées par une inégalité politique et juridique également. Les habitants des plus vieilles colonies françaises, que sont les Antilles, la Guyane, mais aussi quelques comptoirs du Sénégal et d'Inde, sont citoyens de naissance. Ils peuvent donc élire des conseillers généraux, des députés et des sénateurs. Mais si certaines colonies, dont on vient de parler, disposent d'une représentation parlementaire, dans la majorité de l'empire colonial, ça ne fonctionne pas vraiment de manière démocratique. La représentation politique n'y est réservée qu'aux citoyens français, or, à de rares exceptions, comme les Juifs d'Algérie par exemple après 1870, la République française va refuser la citoyenneté aux peuples colonisés, ce qui va les maintenir dans un statut de sujet, et non pas de citoyens. Les Français des colonies sont eux par contre des citoyens français, tout comme les étrangers européens qui naissent sur le sol des colonies françaises, qui deviennent français donc, par le droit du sol. La justice n'est pas non plus la même pour les colonisés, puisqu'il existe un code de l'indigénat, c'est un ensemble de textes législatifs et réglementaires qui organisent le contrôle et la répression des indigènes, et maintient donc les colonisés dans une situation d'infériorité. Ce code de l'indigénat, il apparaît au cours de la conquête de l'Algérie, et il est généralisé ensuite à toutes les colonies françaises à partir de 1887. Il va perdurer dans l'Empire français jusqu'à 1946.
et donne aux indigènes des droits qui sont des droits inférieurs à ceux des citoyens français, comme vous pouvez le constater en lisant quelques extraits du Code de l'indigénat algérien. Cette exception coloniale aux droits de l'homme est justifiée à l'époque par des théories racistes qui sont soutenues par de nombreux scientifiques et qui vont imprégner la vision européenne des peuples colonisés. Les indigènes ne bénéficient donc ni de la citoyenneté, ni des mêmes droits, mais sont malgré tout soumis à l'impôt et au service militaire qui devient obligatoire en 1912 en Algérie et en Afrique. La domination est enfin économique. Certains territoires, l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie, les Antilles, accueillent de nombreux colons français. Les colons s'approprient les meilleures terres et exploitent les richesses minières par le biais de grandes compagnies concessionnaires. Ce sont des sociétés privées à qui le gouvernement confie l'exploitation économique d'une ressource ou d'un territoire, sans délégation de souveraineté dans le cas français. Les territoires conquis sont mis en valeur afin de développer l'agriculture et le commerce, les matières premières agricoles, l'EVA ou le riz en Indochine, la vigne et les agrumes au Maghreb, la vanille ou la girofle à Madagascar, le coton, l'arachide, sont importés par la métropole où elles sont ensuite transformées, puis exportées en partie vers l'Empire, perçu comme un débouché naturel pour les productions métropolitaines. Ainsi, le document sur le PowerPoint représente la part de l'Empire dans les exportations françaises en 1913. Prenons un exemple, 65% des savons exportés par la France sont en réalité exportés dans les colonies. Il en va de même pour les machines à 29,9% ou encore les tissus de coton à 33%. Les colonies sont dotées d'infrastructures modernes, des routes, des chemins de fer, des ports, qui vont faciliter l'exploitation et l'exportation des richesses. Les colonies doivent financer elles-mêmes leur mise en valeur par les taxes et les impôts, dont une partie est prélevée en nature sous la forme d'un travail forcé sur les chantiers publics appelé prestations. On voit ici ces travaux forcés sur la photographie qui représente la construction d'une voie ferrée au Dahomey, l'actuel Bénin, vers 1900. Cette exploitation des populations locales et ce pillage des ressources naturelles vont déstabiliser profondément les économies locales. Cela va entraîner des mouvements de population ainsi que des famines. Nous allons voir dans cette seconde sous-partie que la République opte pour une politique coloniale ambiguë. La politique officielle, c'est celle de l'assimilation. L'administration coloniale s'efforce de connaître les populations colonisées afin de mieux les contrôler. Ces cadres, formés depuis 1889 à l'école coloniale, ont un pouvoir très étendu qui leur vaut parfois le surnom d'empereurs de la brousse. Ils s'appuient sur une élite locale qui, comme Blaise Diagne, revendique son assimilation aux valeurs françaises et républicaines. La colonie est conçue comme un prolongement de la France. Une politique d'assimilation est mise en place, c'est-à-dire une politique qui vise à intégrer les peuples colonisés à la communauté française. Cette politique favorise l'adoption de la langue, des valeurs et de la culture de la métropole. La République prétend exporter les valeurs universelles qui sont les siennes dans des territoires soumis. Y développer la civilisation, entre guillemets, pacifier les sauvages, éclairer les indigènes, telle est l'ambition de la République. Cette ambition d'assimilation se traduit dans des efforts timides au niveau de la scolarisation, mais aussi dans le soutien affiché aux missionnaires envoyés dans les colonies. L'Alliance française, créée en 1883, prend en charge l'enseignement du français dans l'Empire. L'école est, on le voit, le vecteur privilégié de cette acculturation. En effet, l'éducation est pensée comme une façon de coloniser les esprits et les cœurs. Cette politique d'assimilation est toutefois contredite par le statut inférieur assigné aux populations locales et par les discriminations qu'elles subissent. Dans les faits, on constate surtout une politique d'association. La domination coloniale s'appuie sur des auxiliaires autochtones, notamment dans l'armée. Les administrateurs coloniaux sont souvent partisans d'accommodement avec des élites locales et cherchent à convaincre leurs habitants locaux
de s'associer aux colonisateurs, même s'ils ne peuvent occuper que des places subalternes. Cette politique d'association va progressivement contribuer à l'émergence de nouvelles élites. Certains indigènes bénéficient de la colonisation et fréquentent au quotidien des colons. C'est le cas des élites colonisées dans les protectorats notamment, à l'exemple ici des relations de proximité que vont entretenir le sultan Moulay Youssef et le résident général français Lyautey au Maroc. Vous le voyez ici sur la photo. Certains indigènes connaissent d'ailleurs une forte ascension sociale. Certains deviennent soldats, les tirailleurs sénégalais par exemple, d'autres médecins, interprètes ou encore instituteurs, instruits dans des écoles privées, chrétiennes ou publiques. C'est le cas par exemple de l'instituteur Baba Keïta, dont se souvient l'auteur malien Amadou Hampâté-Bâ dans son livre autobiographique Amkoulel, l'enfant Peul, que vous pouvez voir sur le PowerPoint. Le développement de la scolarisation, tout comme le recours croissant à des auxiliaires administratifs indigènes, vont participer à la formation de ces nouvelles élites occidentalisées. Qualifiées d'évoluées, entre guillemets, par les Européens, ou surnommées les Blancs-Noirs par Amadou Hampâté-Bâ, cette élite locale, peu nombreuse, comme Blaise Diagne ou Amadou Hampâté-Bâ d'ailleurs, s'approprie la langue, les habitudes et les codes vestimentaires européens. Ils sont les relais essentiels de la politique coloniale de la France, mais sont souvent méprisés, à la fois par les colons, mais aussi par les locaux. Ils deviendront plus tard les premiers contestataires du système colonial dès les lendemains de la Première Guerre mondiale. Dernière sous-partie de cette grande partie sur le fonctionnement des sociétés coloniales, nous allons voir à présent les perceptions coloniales et la réalité de la ségrégation dans les colonies. Les sociétés colonisées suscitent l'attraction et la fascination. Le mouvement orientaliste met en avant la sensualité de la femme indigène, notamment dans des tableaux dans lesquels on représente systématiquement la femme orientale dénudée dans des harems ou dans des bains. Ici, vous pouvez voir un tableau de Delacroix qui a choisi de représenter des femmes dans un intérieur algérien. Pour poursuivre sur ces visions fantasmées de l'Orient à travers la peinture française, je vous invite à visionner le court documentaire sur TV5 Monde qui parle de ce mouvement orientaliste. Les sociétés colonisées inspirent également une certaine forme de répulsion. Les peuples colonisés sont souvent décrits comme des sauvages. Fascination ou dégoût, ce regard contribue à une déshumanisation des autochtones, comme l'atteste la pratique des zoos humains. Et à ce sujet, je vous invite là aussi à cliquer sur le lien du court documentaire d'Arte qui reprend un petit peu sur cette pratique des zoos humains. Célébrée ou contestée, la colonisation entre progressivement dans l'imaginaire collectif des Français. La culture coloniale, diffusée par la peinture orientaliste, mais aussi par les expositions coloniales, comme celle de Marseille en 1906, dont vous pouvez voir une illustration publicitaire, donne de l'Empire une image d'exotisme qui peut paraître rassurante à travers la mise en scène de la domination européenne sur la nature et sur les hommes. On voit assez bien cette mise en scène dans la couverture de l'almanach du Petit Colon algérien de 1893, qui présente ici une vision assez idyllique, paradisiaque de la colonisation en Algérie, avec des paysages somptueux, la côte méditerranéenne au loin. Le croissant, symbole des pays arabes, se mêle ici harmonieusement au drapeau français, et les aspects économiques sont particulièrement mis en valeur. Une gerbe de blé, synonyme d'abondance, une vigne bien entretenue, symbole de fertilité, un tonneau, des troupeaux de brebis, preuve de la prospérité économique qu'on peut y trouver sur le territoire algérien. Mais derrière cette fascination pour l'exotisme se cache une réalité plus rude, le racisme et la ségrégation de ces sociétés coloniales. La colonisation française se place, pour ses défenseurs, sous le signe de la civilisation et du progrès. Les Français ont le sentiment d'être des bienfaiteurs. Pacification, enseignement, progrès sanitaire, christianisation, urbanisation sont autant de réalisations dont ils se félicitent. Mais dans la pratique, les résultats sont plus contrastés. Si l'on constate de réels progrès, avec la fondation d'hôpitaux ou l'organisation de campagnes de vaccination, ces avancées visent surtout à s'assurer une main-d'œuvre en bonne santé. Par ailleurs,
les effectifs scolaires sont partout très faibles dans le primaire et encore plus dans le secondaire. À titre d'exemple, seuls 5% des enfants musulmans sont scolarisés en Algérie en 1914. La conquête coloniale et la mise en place d'un système de domination et d'exploitation des populations autochtones sont justifiées par un racisme qui se veut scientifique, fondé sur la théorie de l'inégalité des races et de la classification des peuples, une théorie qui se développe au XIXe siècle. Vous pouvez lire à ce sujet le document extrait d'un texte d'un archéologue du XIXe siècle, Gabriel de Mortillet, qui nous montre un petit peu ces théories scientifiques qui se diffusent, notamment par le biais des expositions coloniales et des revues scientifiques d'anthropologie. Ce racisme donne lieu à une triple ségrégation, géographique, juridique et sociale. La ségrégation est d'abord géographique. Les colons vivent dans des quartiers séparés. Sur la carte de Saigon en 1913, le quartier européen est représenté en rouge, tandis que les quartiers vietnamiens et chinois sont représentés en jaune. Le texte d'Amadou Hampâté-Bâ que je vous invite à lire constitue d'ailleurs un témoignage de cette ségrégation, puisqu'on y lit que les Blancs avaient leur quartier d'habitation et que dans le quartier des Blancs n'y vivaient que des Blancs eux-mêmes. La ségrégation est également juridique. Nous avons déjà parlé du code de l'indigénat qui permet de traiter différemment Européens et indigènes. Elle est enfin sociale, cette ségrégation, puisque les populations colonisées sont cantonnées à des emplois subalternes avec des salaires inférieurs. Les mariages mixtes sont parfois interdits et toujours critiqués. Cela n'empêche pas les femmes autochtones d'être exposées à des violences sexuelles qui accompagnent souvent la domination coloniale. Ainsi, nous constatons que l'expansion coloniale a contribué à bouleverser les sociétés locales. Cette colonisation n'est toutefois pas sans susciter des contestations. La colonisation, en effet, est contestée. Les débats parlementaires montrent que la politique coloniale de la France ne fait pas l'unanimité. Ce sera notre première sous-partie. Par ailleurs, face à la domination coloniale, s'élèvent de plus en plus des résistances locales, ce sera notre grand B, qui aboutissent à la naissance des premiers mouvements nationalistes, et ce sera notre grand C. Alors, les premiers opposants à la colonisation sont les milieux nationalistes français. Avant 1914, les patriotes craignent que la colonisation ne détourne les Français des fameuses provinces perdues en 1871, l'Alsace et la Moselle. Cette opposition s'atténue peu à peu à mesure que l'Empire devient une réserve d'hommes, de main-d'œuvre et de soldats. La conscription est alors étendue aux indigènes en 1912, ce qui fait taire l'anticolonialisme des milieux nationalistes. Cette politique coloniale ne fait donc pas l'unanimité, l'opinion publique y est hostile ou indifférente, et les oppositions sont variées. D'abord, l'opposition des économistes libéraux, qui dénoncent les coûts financiers de la colonisation. Des oppositions aussi qui viennent de l'internationale socialiste, qui, quant à elle, condamne la colonisation et considère l'impérialisme, selon le titre d'un ouvrage de Lénine, comme le stade suprême du capitalisme. Des socialistes français, comme Jean Jaurès, reprennent ces thèses à leur compte et s'opposent à la politique coloniale, comme le prouve cet article du 17 mai 1896 dans le quotidien socialiste La Petite République. La question coloniale divise aussi les républicains. À la Chambre des députés, les débats sont souvent intenses entre adversaires et partisans de la colonisation, ces derniers étant largement minoritaires dans les premiers temps de la Troisième République. Ils opposent notamment en 1885 Jules Ferry, qui est favorable à la conquête de Madagascar, à Georges Clemenceau, qui y est hostile. Vous pouvez relire à ce sujet le discours de Jules Ferry devant la Chambre des députés en 1885 et lire ici la réponse de Georges Clemenceau qui montre ici les désaccords profonds entre les républicains. Une partie de la presse, les milieux artistiques, politiques et intellectuels s'opposent également à l'expansion coloniale. Plusieurs auteurs vont dénoncer la violence et le racisme des sociétés coloniales. Avant 1914, en bref, la colonisation n'intéresse finalement qu'un parti colonial restreint, un groupe de pression informel composé en grande majorité de militaires, de sociétés savantes ou de chambres de commerce relayées par quelques parlementaires. Malgré une propagande intense,
il faut bien avouer que la majorité des Français se désintéressent de l'Empire. La colonisation connaît aussi des résistances locales. Des souverains locaux vont résister militairement aux troupes coloniales françaises et les tenir temporairement en échec. C'est le cas du roi Béhanzin au Dahomey ou encore de Samori Touré en Afrique occidentale. Puis, des soulèvements populaires vont s'élever progressivement contre l'ordre colonial. La pacification des territoires est tardive et incomplète. Malgré la paix apparente, il existe des poches de résistance violentes à la colonisation qui se maintiennent, notamment dans des zones rurales. En effet, les sociétés colonisées, qui étaient déjà désorganisées par les guerres de conquête, qui subissent la violence de la domination coloniale, vont se rebeller contre cet ordre-là. Les populations sont expropriées de leurs terres, appauvries par la mise en place d'une économie d'exportation qui délaisse les cultures vivrières et humiliées par les régimes discriminatoires qui sont mis en place. Ainsi, en 1871, plus de 250 tribus se soulèvent en Algérie. C'est la révolte d'El-Mokrani. On retrouve les causes de ce soulèvement dans une complainte chantée que vous trouvez sur le PowerPoint. Les insurgés se révoltent contre la politique d'assimilation, mais aussi contre le travail forcé, contre la pression fiscale. On retrouve dans le chant « L'impôt s'abattit sur nous à coups répétés, 60 écus par tête à chaque fois ». Ils se révoltent aussi contre l'expropriation foncière. On voit dans le chant « La terre la plus fertile a été vendue à vil prix ». À Madagascar, les résistances et les révoltes se poursuivent longtemps après la proclamation officielle du protectorat en 1895, comme l'atteste ici cette illustration du petit journal qui date du 16 avril 1905, soit 10 ans après la proclamation officielle du protectorat, où on voit la violence encore des combats entre les troupes françaises et les populations colonisées. Les autorités coloniales vont répondre à ces soulèvements par la répression. Les prisonniers issus de ces répressions, comme par exemple ceux de la révolte d'El-Mokrani dont nous venons de parler en Algérie, sont incarcérés dans des prisons ou dans les bagnes de l'Empire. Ici, vous avez une photographie représentant des prisonniers musulmans suite à la révolte d'El-Mokrani dans le fort de l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes. Pour certains d'entre eux, il n'y a aucune durée de peine officielle. Donc, contrairement au mythe de la conquête des cœurs, les révoltes contre le colonisateur sont nombreuses, particulièrement en Algérie et en Indochine, où elles sont permanentes. Ces résistances locales vont aboutir à l'affirmation de mouvements nationalistes. La diffusion des idées coloniales et le rejet des cultures locales, perçues par les colons comme inférieures, vont fonder l'anticolonialisme des élites traditionnelles. Au Maghreb, ce rejet est alimenté notamment par la foi islamique. Une nouvelle génération d'élites indigènes, formées dans des écoles françaises, parfois même en métropole, va progressivement revendiquer une égalité des droits. Ils entendent moderniser le pays et la société, et ils forment à ce sujet des mouvements réformistes, comme le mouvement Jeune Algérien par exemple. Ces idées sont relayées par certains occidentaux qui critiquent les structures politiques des colonies. Mais l'échec du réformisme nourrit le développement de mouvements nationalistes qui s'opposent au pouvoir colonial et revendiquent l'indépendance nationale. À partir de 1911, l'agitation nationaliste en Tunisie oblige la métropole à instaurer l'état de siège. Ainsi, l'expansion coloniale française est particulièrement marquée à la fin du XIXe siècle. Ces conquêtes donnent toutefois lieu à des contestations en métropole, mais surtout dans les colonies. Elles suscitent également des tensions entre les puissances européennes. Ces tensions s'illustrent notamment entre la France et l'Allemagne au sujet du Maroc. Elles sont les prémices de la guerre de 1914. Par ailleurs, la naissance des mouvements nationalistes dans les colonies dès le début du XXe siècle augure déjà des mouvements d'indépendance qui débuteront dès l'entre-deux-guerres. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous propose un certain nombre de prolongations littéraires ou cinématographiques dont vous trouverez les références plus complètes en description de la vidéo. Je vous remercie de votre attention.